Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire du tueur en série Joachim Kroll. Attention, cette vidéo contient des descriptions d'actes violents, d'actes de cannibalisme, de viol et de pédophilie, donc âme sensible, s'abstenir et d'une manière générale, je vous déconseille de manger devant cette vidéo. On est sur un petit niveau Albert Fish. Avant de commencer, je voulais aussi m'excuser pour mon accent allemand qui est très mauvais. Donc je m'excuse si jamais j'écorche certains noms de villes ou de personnes parce que je n'ai tout simplement jamais fait d'allemand de ma vie et voilà. Je sais que dans les dernières vidéos sur Conrad Couillot ça vous a fait un petit peu rire parce que parfois j'ai pas le bon accent. Donc vraiment je suis désolée. Comme d'habitude je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Joachim Kroll est né le 17 avril 1933 à Hindenburg, une ville allemande à l'époque qui se trouve désormais en Pologne. Dernier d'une fratrie de 8 enfants, Joachim a une enfance difficile, il est de constitution fragile et ses parents sont très pauvres. Son éducation est aussi de courte durée, il n'est resté à l'école que 5 ans, donc il s'est arrêté à un niveau CE2 environ. Et il semblerait qu'il avait un quotient intellectuel faible qui a été estimé entre 78 et 76, alors que je vous le rappelle, la moyenne est de 100 et que l'écart type est de 15. Donc il se trouvait vraiment dans une répartition plutôt basse de l'échelle d'intelligence. À cause de ça, Joachim Kroll était souvent la cible de moqueries de la part de ses camarades de classe et rapidement ça va avoir des conséquences sur son comportement. Il est victime d'énurésie nocturne, c'est-à-dire qu'il faisait pipi au lit, ce qui va alimenter le cercle vicieux des moqueries, et il commence aussi à torturer des animaux. On dit même qu'il agressait sexuellement certains de ces animaux, probablement pour libérer ses pulsions et se venger sur des êtres plus faibles que lui. Comme vous le savez bien maintenant, ça constitue 2 des 3 points de la triade McDonald, cette théorie très répandue il y a quelques décennies selon laquelle on retrouve généralement l'énurésie, la torture sur animaux et la pyromanie dans l'enfance des tueurs en série. Alors, je pense que vous le savez probablement aussi, aujourd'hui cette théorie n'est plus vraiment d'actualité. On sait que ce n'est pas parce qu'il y a eu certains de ces comportements dans l'enfance que l'individu deviendra forcément un tueur en grandissant. Et il y a aussi plein d'autres exemples de tueurs qui n'ont pas montré ces signes quand ils étaient jeunes. Donc si vous voulez, c'est pas absolument systématique, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même ces comportements-là un petit peu plus souvent dans l'enfance des criminels que chez les personnes non violentes. Mais on va revenir à notre affaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, le père de Joachim Kroll, qui était un soldat allemand, est fait prisonnier par l'armée soviétique et il est présumé mort dans un camp. La mère de Joachim se retrouve donc toute seule avec ses 8 enfants. Peu de temps après la fin de la guerre, en 1947, la famille Kroll déménage à l'ouest, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Joachim Kroll, qui est très peu éduqué et qui, selon certaines sources, ne savait même pas lire, doit travailler là où il peut. Ça va être généralement dans des fermes où il est embauché pour faire les sales besognes. Bizarrement, c'est justement dans ces activités-là que Kroll va probablement encore plus développer un goût pour la violence et pour le sang, puisqu'il assiste par exemple à la mise à mort de certains animaux de la ferme, et il a raconté plus tard que voir les porcs se faire égorger et ouvrir avait réveillé en lui des pulsions sexuelles. En parallèle, il semble totalement incapable d'avoir des relations amoureuses et ou sexuelles avec des jeunes femmes de son âge. On ne connaît à Kroll qu'une seule vraie tentative de relation sexuelle normale, c'est-à-dire consentie avec une femme, qui s'est visiblement soldée par un échec puisqu'il s'est senti très gêné et je pense qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout.
Et de là, il s'est mis en tête qu'il ne voulait plus avoir de relations sexuelles avec des personnes qui pourraient se plaindre de ses performances. Le 21 janvier 1955, la mère de Joachim Kroll décède alors qu'il n'a que 22 ans et suite à cet événement, il va faire sa première victime. Le 8 février 1955, il rencontre Irmgard Strell, une jeune fille de 19 ans sur le bord de la route alors qu'elle avait fugué de chez ses parents. Kroll lui a proposé de marcher avec lui et il l'a emmenée dans une forêt où il essaye de l'embrasser. Alors qu'Irmgard tente de le repousser, Kroll l'a poignardé à 4 reprises au niveau du cou, puis il a violé son cadavre. Il l'a ensuite éviscéré de la même façon qu'on le fait avec les porcs, puis s'est masturbé dans son abdomen. Le corps d'Irmgard Strell a été retrouvé 5 jours plus tard dans une grange à Ludinghausen. Comme je viens de vous le dire, il semblerait, en tout cas selon la plupart des articles qui retracent la vie de Kroll, que ce meurtre ait été perpétré en réaction au décès de la mère de Joachim et que ça coïncide aussi avec une période où il perd de vue sa famille. Alors on peut supposer que ces événements aient précipité le passage à l'acte de Joachim Kroll, qui était une personne qui avait déjà de très nombreuses fragilités et beaucoup de facteurs qui s'accumulaient depuis la petite enfance. L'année suivante, en 1956, on pense qu'il a fait une seconde victime, la petite Erika Schwelter, 12 ans, qui est étranglée et violée à Kirchhellen. Le meurtre est malheureusement toujours resté irrésolu, faute de preuves reliant Kroll à l'affaire. Ensuite, officiellement, il y a une période de 3 ans pendant laquelle Kroll ne fait pas d'autres victimes, et c'est pendant ces années-là qu'il part s'installer à Duisburg, une ville industrielle qui deviendra son terrain de chasse pour les 2 décennies suivantes. C'est ensuite que va commencer une longue série de meurtres s'étalant sur de nombreuses années, pendant lesquelles Kroll ne sera jamais inquiété, tandis que beaucoup d'autres hommes seront accusés à tort, et comme on le verra, seront également des victimes indirectes du tueur en série. Le 16 juin 1959, Kroll repasse à l'action. Il étrangle et viole Clara Tesmer, une femme de 24 ans, sur les berges du Rhin. Cette fois, il passe un cap supplémentaire dans l'horreur puisqu'il prélève des morceaux de chair sur le cadavre de sa victime, qu'il emballe dans du papier pour les emporter avec lui et les cuisiner. 5 hommes seront suspectés pour ce meurtre, dont le petit ami de Clara, Heinrich Ott, mais pas Joachim Kroll. Heinrich Ott, accusé à tort, se pendra dans sa cellule avant son procès. Un mois plus tard, le 26 juillet de la même année, Manuela Knott, une jeune femme de 16 ans, est agressée, étranglée et violée dans le parc d'Essen, à une vingtaine de kilomètres de Duisburg. Lorsque son corps est retrouvé, les policiers constatent que des tranches de chair ont été arrachées au niveau de ses cuisses et de ses fesses et que le tueur s'est masturbé sur son visage. Un homme du nom d'Horst Otto est interpellé et passe aux aveux. Il est condamné à 8 ans de prison et il passera 5 années incarcéré alors qu'il n'était pas le coupable. Il s'agissait en fait, vous vous en doutez, de Kroll, mais ça, les enquêteurs ne le découvriront que bien plus tard. 2 ans et demi après ces faits, le 23 avril 1962, Joachim Kroll s'en prend à une petite fille de 13 ans, Pietra Gies. Le mode opératoire est similaire au précédent meurtre, l'enfant est étranglé puis violé, et cette fois encore, son cadavre laisse penser que le tueur a commis des actes de cannibalisme, puisque des morceaux de chair ont été prélevés au niveau de ses fesses, des bras et des mains. Un homme de 52 ans, connu pour des actes de pédophilie, Vincent Quinn, est arrêté et condamné à 12 ans de prison. Il sera relâché au bout de 6 années. Puis en septembre 1962, Kroll est en voyage à Burscheid. Il enlève la très jeune Barbara Bruder, qui n'avait que 12 ans à l'époque, l'étrangle et la viole. Son corps ne sera jamais retrouvé. Le 4 juin 62, c'est encore une jeune fille de 13 ans, Monika Tafel, qui subit le même sort dans un champ de Walsum. Elle est étranglée et Kroll lui découpe des morceaux de chair au niveau des fesses et des cuisses. La nouvelle secoue la population qui est extrêmement choquée et plusieurs personnes vont suspecter Walter Quicker d'être le meurtrier. Il faut dire que Quicker, c'était un homme de 34 ans qui était connu dans la région pour des actes de pédophilie. Les rumeurs vont bon train et le suspect, qui est épuisé par ces accusations et le harcèlement qu'il subit, finira par se pendre dans une forêt à l'extérieur de la ville. Comme par hasard, il n'y aura plus de meurtres pendant les années suivantes jusqu'à ce que le cauchemar recommence. On est le 22 août 1965, soit 3 ans après le dernier meurtre. L'Allemagne a fini par oublier la menace d'un tueur cannibale dans ses rues.
Herman Schmidt, 25 ans, et sa petite amie Marion Vine se trouvent dans la voiture d'Herman, garée dans une ruelle de Duisburg. Il semblerait qu'ils étaient tous les deux en train d'avoir des relations sexuelles dans la voiture quand Joachim Kroll, qui rôdait aux alentours, les a aperçus. Il repère tout de suite Marion et la situation l'excite fortement, mais tant que la jeune femme est avec son petit copain, il sait qu'il risque de manquer son coup, alors il s'approche discrètement de la voiture et il va crever les pneus. Et Herman, qui est paniqué, sort de la voiture pour voir ce qui vient de se passer, et c'est là que Joachim Kroll se précipite sur lui et le poignarde à plusieurs reprises. Marion Vine est témoin de la scène, tout se passe extrêmement vite, elle va enjamber le fauteuil pour se mettre au volant de la voiture, allumer le contact et appuie sur l'accélérateur. Le véhicule manque de peu d'écraser Kroll et percute un mur. Marion est blessée, mais elle parviendra heureusement à s'en sortir parce que le tueur a préféré prendre la fuite. Il s'agira de la seule et unique fois où Joachim Kroll a tué un homme, et je pense que comme vous l'avez bien compris, Herman Schmidt c'était pas la cible initiale, il a été un malheureux dommage collatéral de la furie meurtrière de Kroll. Malheureusement, la description que fera Marion Vine aux enquêteurs ne donnera aucune piste sérieuse, et Kroll ne sera absolument pas inquiété. Est-ce que cette expérience a refroidi les ardeurs du tueur en série ? Non, pas réellement, puisqu'un an plus tard, le 13 septembre 1966, le corps sans vie d'Ursula Rowling est retrouvé dans un parc de Marl à environ 25 km de Duisburg. La jeune femme de 20 ans a été étranglée et violée dans des buissons. Accusé à tort, le petit ami d'Ursula, Adolf Schickel, ne supporte pas les rumeurs et il commet l'irréparable, il se suicide en se noyant dans une rivière. Toujours cette même année 1966, juste avant le réveillon de Noël, le 22 décembre, Joachim Kroll enlève Ilona Harkel, une petite fille de 5 ans. Ensemble, ils prennent le train et Kroll emmène l'enfant dans une forêt près de Wuppertal. Là-bas, il la viole avant de la jeter dans un fossé rempli d'eau et de la regarder s'y noyer. En 1967, le tueur en série s'installe brièvement à Grafenhausen. Là-bas, il parvient assez facilement à se lier d'amitié avec la plupart des gens de son quartier. Ces derniers n'hésitaient même pas à lui confier leurs enfants, avec qui Kroll s'entendait très bien visiblement, et il va même gagner assez vite le surnom d'Oncle Joachim. À la fin du mois de juin 1967, profitant de la confiance qu'il inspire, Joachim Kroll enlève encore une petite fille de 10 ans cette fois, Gabrielle Putman. Sous prétexte de lui montrer des lapins, il va l'emmener dans un champ, puis il la force à regarder un magazine pornographique dans l'espoir que ça excite l'enfant. Évidemment, ça ne fonctionne pas et Gabrielle panique. Alors il tente de la violer et de l'étrangler, mais la vie de la petite fille sera sauvée par les sirènes d'une mine de charbon qui était pas très loin et le passage un peu trop régulier de mineurs à proximité. Kroll préfère alors prendre la fuite que de risquer de se faire attraper et il va carrément quitter la ville pour échapper à la police. Les parents de la petite Gabrielle n'ont jamais signalé cette agression à la police et ils ne se sont manifestés que lors de l'arrestation de Joachim Kroll bien des années plus tard. 2 années calmes s'écoulent jusqu'au 12 juillet 1969 et là, étrangement, Joachim Kroll change totalement de type de victime puisqu'il s'en prend à une femme de 61 ans, Maria Edgan, qu'il rencontre sur un chemin. Le mode opératoire par contre ne change pas, il l'agresse, l'étrangle puis viole son corps. Le 21 mai 1970, Kroll croise le chemin de Jutta Rahn, une jeune fille de 13 ans qui rentrait de l'école en empruntant un raccourci par la forêt. Elle est étranglée mais pas violée. Son voisin et petit ami de l'époque, Peter Shea, sera le principal suspect de ce meurtre et y passera même 15 mois en prison avant d'être relâché par manque de preuves contre lui. Le 8 mai 1976, la petite Karin Topfer, 10 ans, est étranglée et violée par Kroll à Vord alors qu'elle était sur le chemin pour aller à l'école. 2 mois plus tard, Joachim Kroll fait, sans le savoir, sa dernière victime. On est le 3 juillet 1976 et la petite Marion Keter, 4 ans, est portée disparue. Elle jouait sur une aire de jeu lorsqu'elle s'est volatilisée. La police organise très vite des recherches de grande envergure et va faire appel à la population en allant faire du porte-à-porte pour récolter un maximum d'informations. Et là, un homme alerte les enquêteurs et son témoignage fait froid dans le dos. Ce même jour, il dit avoir croisé un de ses voisins dans son immeuble alors qu'il se dirigeait pour aller dans les toilettes communes. Et ce voisin lui aurait très naturellement dit de ne pas aller dans les toilettes parce qu'elles étaient bouchées par des entrailles. Cet homme s'appelle, vous vous en doutez, Joachim Kroll.
Les enquêteurs, choqués, constatent que les toilettes sont effectivement bouchées par ce qui semble être des intestins et des poumons. Ils vont alors frapper à la porte de Kroll qui ouvre et ne tente rien pour nier les faits. Au contraire, il les fait rentrer et il désigne immédiatement une casserole sur le feu de la gazinière qui contient la main de la petite Marion en train de mijoter avec des pommes de terre et des carottes. Dans le congélateur, les policiers effarés découvrent aussi des tranches de chair humaine. En interrogatoire, Kroll ne nie pas du tout. Pire encore, il semble même se vanter des meurtres, il leur raconte absolument tout, il décrit chaque scène avec beaucoup de détails, il dit se souvenir de 14 victimes, mais qu'il y en a peut-être plus parce qu'il dit qu'il aurait perdu le compte. Il explique aussi aux policiers son petit rituel d'après-meurtre. Excité par ce qu'il venait de faire, il avait des relations sexuelles avec une poupée gonflable tout en faisant mine de l'étrangler à une main ou alors en étranglant en même temps une poupée pour enfants qui symbolisait ses victimes les plus jeunes. Concernant les actes de cannibalisme, Joachim Kroll va minimiser et rationaliser complètement. Il explique aux enquêteurs qu'il faisait ça pour réduire ses frais de course parce que la viande est trop chère. Alors est-ce que c'est vraiment la seule explication? Personnellement j'ai du mal à y croire. Je pense que vous vous en doutez, dans les cas de tueurs en série cannibales, comme on a déjà pu le voir avec Albert Fish par exemple, ou Jeffrey Dahmer, on retrouve souvent une première dimension qui est sexuelle, littéralement charnelle, mais il va aussi avoir une dimension psychologique qui est celle de l'absorption de l'autre en soi, un petit peu comme si on pouvait aspirer la vitalité ou l'essence de la vie qui est en l'autre. Mais tout ça, ça ne reste qu'à l'état d'hypothèse puisque Kroll, lui, s'en est tenu à une explication très pragmatique. Alors pourquoi Joachim Kroll a-t-il pu être aussi serein en racontant toutes ces horreurs lors de ses interrogatoires? Eh bien en fait, il était visiblement persuadé qu'il serait reconnu irresponsable de ses actes sur le plan légal du fait de troubles psychiques. Et il semblait croire qu'on allait lui prescrire une thérapie qui le guérirait miraculeusement, qu'en gros, après une prise en charge, il aurait plus envie de tuer et qu'il serait libéré. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Joachim Kroll, c'était pas quelqu'un avec un niveau d'intelligence très élevé visiblement. Après, est-ce qu'il croyait sincèrement qu'il s'en tirerait aussi facilement ou est-ce que c'était plutôt une excuse et que en fait il savait que c'était terminé pour lui? Je vous avoue que je ne le sais pas et j'ai vraiment des doutes là-dessus. Ce qui est certain en tout cas, c'est que c'est pas le fait, c'est pas son quotient intellectuel qui peut à lui seul expliquer ses actes. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont pointé du doigt le fait qu'il semblait quand même plus intelligent que son niveau de QI le laissait penser parce que il avait quand même bien conscience des risques qu'il encourait et il a veillé à changer régulièrement de localisation lorsque les soupçons étaient un peu trop forts sur lui. Pour faire un petit peu dans le cliché d'une analyse typique de ces années-là, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur sa psychologie malheureusement, j'aurais tendance à me tourner vers la classification des tueurs en série qui a été proposée par le FBI pour les crimes sériels et notamment les homicides sexuels, qui fait la distinction entre les tueurs organisés et les tueurs désorganisés. Je pense pas vous surprendre en vous disant que Joachim Kroll entre vraiment dans la case des tueurs désorganisés et je vais vous rappeler les critères donnés par le FBI, ça date de 1990, ce que je vais vous dire pour cette catégorie. Le tueur a une intelligence plutôt moyenne à basse, il est socialement immature, il a un emploi qui demande peu de qualifications et une grande instabilité dans la sphère du travail, il est incompétent sexuellement, il fait partie des enfants derniers-nés de la famille, il a reçu une éducation très stricte durant l'enfance, il est anxieux lorsqu'il commet le crime, il consomme peu ou pas d'alcool au moment du crime, il n'y a pas de stress ou de facteurs précipitants qui le poussent à commettre le crime, il vit seul, il vit et travaille près du lieu du crime, il s'intéresse peu au traitement médiatique de l'affaire, il ne change presque rien à son mode de vie, il ne déménage pas pour éviter d'être attrapé, le crime est spontané, le type de victime est aléatoire, il y a une violence soudaine et presque immédiate envers la victime n'est pas attachée durant le crime, il y a des actes sexuels post-mortem, le corps est laissé en évidence, il n'est pas caché ou enterré, la scène de crime est en désordre avec beaucoup d'indices laissés, les preuves et armes sont laissées sur place, le corps est laissé sur place.
Donc comme vous avez pu le constater, le cas de Joachim Kroll est vraiment très typique du tueur en série dit désorganisé. Il coche énormément de cases de la description, mais il ne les coche pas toutes. Ça c'est vraiment pour vous montrer que entre la théorie et la réalité, il y a toujours un petit écart. Le tableau clinique n'est jamais parfaitement respecté parce que tout simplement chaque individu a sa propre personnalité, chaque individu est unique, ce qui fait qu'il va y avoir des petites variations, voire pour d'autres cas ce type de classement ne va pas vraiment convenir, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec les sciences humaines. Il y a différentes théories et aucune ne peut fonctionner à tous les coups, il faut généralement trouver une ou plusieurs qui fonctionnent le mieux pour chaque cas. Je vous évoque ça maintenant parce que justement il y a eu d'autres classifications également qui ressemblent un petit peu à celle du FBI, avec par exemple l'opposition entre les tueurs qui ont été dits psychopathes versus ceux qui étaient dits psychotiques. Ça c'est une classification qui ressemble dans les grandes lignes à organisé désorganisé, ce qui voudrait dire, si on suit cette logique là, que Kroll serait plutôt du côté psychotique que psychopathe, et donc on rejoint finalement cette thèse de Joachim Kroll lui-même selon laquelle il aurait agi du fait de troubles psychiques ou même psychiatriques assez lourds, qui, si reconnus, pourraient le rendre irresponsable de ses actes sur le plan pénal évidemment. Au début des années 80, l'irresponsabilité pénale de Kroll a été réfutée et vous me voyez donc venir, il a été jugé pour 8 meurtres et une tentative de meurtre. Je vous rappelle qu'il en avait avoué au moins 14, mais malheureusement, souvent faute de preuves matérielles, on ne peut pas relier un accusé à tous les dossiers. Bref, le procès de Joachim Kroll, il a débuté en avril 1982 et il a duré 151 jours, ce qui est vraiment conséquent, hein. Tous les procès durent pas autant, heureusement. À l'issue de ce procès, Joachim Kroll a été reconnu coupable des 9 charges qui avaient été retenues contre lui et il a été condamné 9 fois à la prison à perpétuité. Kroll est mort 9 ans plus tard, en 1991, d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Voilà donc pour l'affaire de Joachim Kroll. Alors ça faisait longtemps que je vous avais pas raconté l'histoire d'un tueur en série classique, on va dire, c'est-à-dire motivé par des pulsions sexuelles déviantes. Et plusieurs d'entre vous m'avaient suggéré de faire une vidéo sur ce tueur depuis pas mal de temps, donc je me suis dit que ça vous intéresserait. C'est typiquement le genre d'affaire qui marque une certaine époque, je trouve. Aujourd'hui, on n'aurait plus, je pense, un tueur en série qui peut échapper à la police sur une période de 20 ans en sachant qu'il laissait son ADN partout sur la scène de crime. Quoique, parce que il suffit aujourd'hui de pas se faire prendre une toute première fois pour ne pas entrer dans les fichiers de la police. Et encore, ça aussi c'est une chose qui est en train de changer aux États-Unis notamment, mais je pense que ça va être amené à se répandre mondialement. C'est qu'une question de temps, vous le savez, je pense, il y a de plus en plus de personnes qui font des tests ADN pour connaître leurs origines. Alors c'est quelque chose qui est illégal en France, mais il y a quand même plein de personnes qui le font, hein, parce que c'est très très facile à faire, ça s'achète sans problème sur internet. Et tout ça va créer en fait d'énormes bases de données sur l'ADN. Et bref, je sais qu'aux États-Unis, la police a la possibilité, ou en tout cas elle a déjà eu la possibilité d'accéder à ces bases de données qui appartiennent à des entreprises privées, et par recoupement, ça leur a permis de retrouver des personnes qui étaient recherchées. Alors, c'est à la fois fascinant et flippant. Après, comme je vous le disais, ce sont des technologies qui font aujourd'hui qu'on a beaucoup moins de chances d'avoir un Joachim Kroll qui se balade en liberté dans la nature pendant autant d'années. Mais bon, là je me suis un petit peu écartée du sujet, je pense que peut-être je vous ferai une vidéo sur des histoires comme ça parce que je trouve ça absolument fascinant. Enfin voilà, et puis ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans cette affaire, c'est premièrement le nombre de suspects potentiels qui ont mis la police sur des fausses pistes pendant autant de temps, entre les pédophiles qui étaient quand même assez nombreux dans la zone à chaque fois, celui qui est passé aux aveux alors qu'il était innocent, les proches, etc. Et puis surtout c'est fou de voir le nombre de victimes collatérales qu'il y a eu, parce que il y a quand même un nombre impressionnant d'hommes qui ont été accusés à tort, qui ont été incarcérés, plusieurs d'entre eux qui ont carrément été poussés au suicide à cause du poids des accusations. Tout ça pour un tueur en série qui était même pas spécialement bien organisé, qui était pas non plus un génie du crime. Et moi ça m'a amené à beaucoup me questionner finalement sur le nombre d'affaires qui restent irrésolues et de personnes qui sont aussi condamnées à tort. Je trouve que ça aide vraiment à bien remettre en perspective le fait que dans plein d'affaires, la solution elle est à la fois à portée de main et en même temps inaccessible pour des raisons assez bêtes ou simples finalement.
Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler un petit peu de ça. Et puis, comme je discutais il y a quelques temps sur Twitter avec plusieurs d'entre vous d'Armin Meyès, je pense que ce sera une suite logique à cette vidéo. Alors, pas pour tout de suite, parce que dans les prochaines semaines, voire mois à venir, je vais être vraiment très occupée, je vous en reparlerai, mais j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de projets, et en plus il y a pas mal de changements dans ma vie personnelle, donc j'aurai, je pense, pas le temps de traiter cette affaire là tout de suite, mais sachez que je veux le faire depuis vraiment très longtemps, donc c'est sûr que ça arrivera. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a intéressé, que je vous ai peut-être fait découvrir cette affaire. Je trouve ça assez fou parce que on connaît énormément les affaires les plus célèbres de tueurs en série américains et l'Allemagne c'est juste à côté, enfin pour nous en tout cas, moi je parle en tant que française et c'est pas aussi connu, enfin ce nom de Joachim Kroll, moi je l'avais vaguement entendu parce qu'on me l'avait suggéré mais je le connaissais pas plus que ça, alors que cette affaire est juste absolument horrible, enfin on est quand même sur un level très lourd. Moi je vous disais au tout début, ça me fait penser un petit peu à Albert Fish. On est un petit peu sur le même registre et voilà, je trouve étonnant en fait qu'on connaisse pas plus que ça ce type d'affaires. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a intéressé. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis un commentaire éventuellement si vous avez quelque chose à dire sur cette histoire. Moi je vous dis à la semaine prochaine normalement, j'espère. Comme je vous l'ai dit, je suis très occupée, mais je vais vraiment faire mon maximum pour vous faire des vidéos autant que possible. Donc voilà, je vous dis normalement à la semaine prochaine, ou en tout cas à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.